La figure du cannibale au cinéma, ça ne date pas d'hier. Dans l'imaginaire collectif, elle est surtout associée au cannibal movie italien des années 70-80 que j'évoquais déjà dans ma vidéo sur Green Inferno il y a pas mal de temps. Ce sous-genre régna pendant près de 2 décennies, à partir de 1972, et le novateur mais néanmoins moyennement intéressant Cannibalis au pays de l'exorcisme de Umberto Lenzi. Bonhomme qui fera d'autres incursions dans les contrées cannibales par la suite, notamment avec le célèbre Cannibal Ferox en 81. Calqué narrativement sur Un homme nommé Cheval de Elliot Silverstein, le film a donc pour principale qualité d'être le premier d'une longue lignée qui sera perpétrée par de plus illustres représentants. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, bien sûr, Cannibal Ferox que nous avons déjà cité, La montagne du dieu cannibale de Sergio Martino, etc. La formule est assez simple et exploitée à fond durant une vingtaine de métrages. Des personnages se retrouvent pour X raisons prisonniers d'une tribu d'indigènes sauvages et cannibales dans les jungles d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique, et nous suivons donc leurs mésaventures qui délivrent généralement leur lot de gore et d'exactions en tout genre. Le tout sur fond de dénonciation des médias et de critique de l'hypocrisie de nos sociétés en les mettant en opposition à ces tribus censées être plus primitives que les nôtres. Évidemment, le filon n'est pas inépuisable et le sous-genre est aujourd'hui totalement disparu malgré quelques sursauts en forme d'hommage à cette époque glorieuse du cinéma d'exploitation italien avec des œuvres comme The Green Inferno de Eli Roth en 2013. Mais les odieuses histoires des maîtres italiens de cet exercice Lenzi, Deodato, D'Amato, Franco ou encore Mattei ne sont pas les seuls à avoir mis des mangeurs de chair humaine en scène. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que je considère être l'un de ses plus dignes successeurs ainsi qu'une véritable déclaration d'amour au cinéma d'horreur. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo consacrée au film de cannibale anglais. Bon, réduire la figure du cannibale au cannibal movie est, vous vous en doutez, une hérésie. Par exemple, bon nombre d'œuvres de tout pays, mais en majorité américaines, se sont intéressées à des personnages de tueurs en série mangeurs de chair humaine, réels, modifiés ou totalement fictifs. Le plus célèbre d'entre eux est bien sûr Hannibal Lecter, charismatique et bien moins sauvage que ses cousins primitifs cités en introduction, et qui a fasciné bon nombre de spectateurs à travers des romans, plusieurs métrages et même une série télé. Il est probablement le représentant le plus célèbre et le moins gore des cannibales de films horrifiques, et nous n'allons pas nous attarder davantage sur lui aujourd'hui. Mais pour moi, le sous-genre le plus proche de ce dont je vais vous parler aujourd'hui et les plus à même d'assurer la succession du cannibal movie est le redneck movie. Et j'ai moi-même adopté le look d'un redneck pour cette vidéo. Comment ça, c'est mon look normal ? Alors, entendons-nous bien, le redneck movie n'est pas essentiellement lié à la figure du cannibale, ni même forcément au cinéma d'horreur. Il s'agit, pour ceux qui l'ignorent, d'un courant de cinéma d'exploitation qui s'appuie principalement sur des représentations stéréotypées des habitants blancs des campagnes reculées, principalement aux États-Unis. Nous y suivons donc la plupart du temps des communautés coupées du reste du monde, repliées sur elles-mêmes, aux mœurs qui échappent complètement à notre compréhension. Haine des citadins et du monde extérieur, consanguinité, brutalité presque primitive, manque d'hygiène absolue et parfois, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, cannibalisme. Nous ne parlerons donc pas des redneck movies comiques, des comédies, dont le but est plutôt de se moquer gentiment ou pas des stéréotypes liés aux communautés blanches rurales, notamment des États-Unis. Et dans ces comédies, les rednecks sont en général les personnages principaux. Nous parlons donc bien uniquement des films de genre, qui nous présentent des rednecks comme antagonistes, qui sont bien souvent violents, brutaux, barbares, mais nous ne parlerons que de ceux parmi eux qui aiment de temps en temps becqueter un autre être humain. Et si t'as pas testé, tu peux pas juger, hein. J'en ai mangé, c'est succulent. Leurs plus célèbres représentants sont certainement Leatherface et tous les membres de sa famille, les tueurs dégénérés de la franchise Massacre à la tronçonneuse, initiée par Toby Hooper en 1974, mais ils sont loin d'être les seuls. Aussi bien les mutants de la colline à des yeux que la famille tarée de Frontières, en passant par les habitants de Pleasant Valley de 2001 Maniacs, aucun ne rechignerait à goûter un bout de votre cuisse gauche. À nouveau, les histoires de ces films partent en général plus ou moins du même point de départ. Un groupe de personnages se perd dans un territoire reculé, loin de toute ville, et se retrouve aux prises avec une communauté hostile qui aimerait faire de leur futur repas. Souvent, les protagonistes se retrouvent complètement isolés puisque même les représentants de la loi locaux font partie de la communauté en question et ils ne peuvent donc demander de l'aide à personne. De la même façon que le cannibal movie exploitait la méconnaissance du spectateur des forêts vierges ou autres jungles tropicales, ici, la peur naît de ces endroits inconnus où vivent des gens différents. Nous pouvons regarder ces communautés fictives avec une certaine fascination, voire même un dégoût, tout en les jugeant pour leur comportement animal, nous qui nous prétendons être civilisés. Mais là où les cannibal movie avaient parfois une intention moralisatrice ou critiquaient les médias ou la violence de nos sociétés en la mettant en opposition avec ces tribus plus primitives, les redneck movie, eux, en général, se révèlent totalement gratuit. On est plus proche du slasher ou du torture porn, ici.
Bon, on est d'accord, la plupart des Cannibal Movies étaient finalement très gratuits également, hein. Souvent c'était que des prétextes à montrer des images bien sanglantes et bien violentes. Et si la plupart des redneck movies sont américains, voire même texans pour être encore plus précis, il en existe de toutes sortes, de tous les pays, de toutes les régions. Belgique, France, Japon et bien sûr anglais. Et enfin, j'entre dans le vif du sujet de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Car depuis le début des années 2000, le Royaume-Uni est probablement l'un des producteurs les plus surprenants de Cannibal Movie, à tel point qu'il pourrait presque devenir un sous-genre à part entière. À ma connaissance, personne ne s'est encore vraiment penché sur le sujet, et c'est donc plutôt une fierté pour moi d'attaquer ce terrain-là. Le grand public a tendance à l'oublier, mais le cinéma d'horreur en Angleterre et plus globalement au Royaume-Uni, c'est une véritable institution. En même temps, quand une contrée peut se vanter d'avoir vu naître la Hammer et ses classiques indétrônables, des écrivains comme Clive Barker, Mary Shelley et Ramsey Campbell, ou encore d'être plus ou moins le berceau de la folk horror, on comprend qu'il y ait des chances pour que ses habitants apprécient un tout petit peu ce sous-genre. Du coup, nous pouvons compter aujourd'hui toute une génération de cinéastes bercés par des œuvres horrifiques et chez lesquels nous pouvons clairement ressentir un véritable amour pour l'épouvante, le gore, le fantastique ou encore le macabre pour notre plus grand plaisir. Et pourtant, ça n'était pas forcément gagné d'avance. L'Angleterre a souvent fait parler d'elle dans des polémiques de censure ou d'interdiction de certains films jugés trop violents. Si les éternels classiques de ces histoires, Massacre à la tronçonneuse et Cannibal Holocaust, en ont fait les frais, comme dans bien d'autres pays, ils y ont été bannis beaucoup plus longtemps que dans la plupart des autres contrées. Pas de sortie vidéo pour Massacre à la tronçonneuse avant 1999, année lors de laquelle il reçut une limitation moins de 18 ans, et Cannibal Holocaust resta interdit jusqu'en 2001. Pourtant, ces classiques ont vraisemblablement inspiré bon nombre de futurs réalisateurs et fasciné plusieurs générations de spectateurs anglais. Comme dit lors de ma vidéo sur A Serbian Film, les censures et interdictions de tous ces films ont bien souvent participer à leur célébrité, à la rumeur qui faisait d'eux des objets de curiosité. Quel genre de film pouvait bien subir un tel traitement? Jusqu'où pouvait-il bien aller pour subir de telles conséquences? Qui dès lors étaient impatients de découvrir ces œuvres bannies des grands écrans de leur pays. Ces polémiques furent l'objet de bien des fantasmes et poussèrent, bien pur qu'elles n'empêchèrent, des spectateurs passionnés à découvrir ces films. Et ce, pour leur plus grand bonheur. À côté de ça, la folk horror connaît ses lettres de noblesse au Royaume-Uni également. Ces films, qui connaissent leur âge d'or entre le début des années 60 et le milieu des années 70, nous propulsent en plein cœur de cérémonies païennes, de rituels sataniques, de sacrifices à d'anciens dieux druidiques, de sorcellerie, etc. Ils se déroulent la plupart du temps dans des villages isolés au milieu de nulle part, en pleine nature, sur des îles, des milieux ruraux reculés, bien loin de l'animation urbaine des grandes villes. Ces intrigues mettent en scène des personnages qui débarquent dans ces contrées pour diverses raisons, touristiques, professionnelles, bref, peu importe, et rapidement, ils se rendent compte que l'ambiance sur les lieux est particulière. Mais au fur et à mesure du métrage et de la propension des villageois à dévoiler leur véritable attention, elle se révélera de plus en plus étouffante. À de multiples reprises, ces œuvres finissent sur des cérémonies effrayantes à base de sacrifices et de rituels à obscurs et d'anciennes divinités. Ces histoires font souvent référence à des traditions païennes typiquement européennes et qui ont une importance historique et culturelle particulière en Angleterre où nous retrouvons tout de même des sites comme Stonehenge chargés d'histoire. De grands classiques sont donc issus de la folk horror, comme The Wicker Man de Robin Hardy ou Le Grand Inquisiteur de 1968, et le genre a connu quelques nouveaux soubresauts ces dernières années, notamment avec Midsommar de Ari Aster. Les redneck movies et la folk horror sont donc les deux ingrédients principaux de cette nouvelle vague de cannibal movie anglais qui commença dès les années 2000, et qu'il est définitivement temps de vraiment aborder dans cette vidéo parce que je vois que là, vous commencez à vous impatienter derrière vos écrans. Mais calmez-vous, je vais commencer, je vais y aller, c'est bon. Et avant tout, qu'est-ce que ces œuvres ont de particulier en tant que telles? En premier lieu, les British Cannibal Movies se prennent assez rarement au sérieux. Bien loin des ambiances lourdes et bien malsaines des genres précités, ces œuvres arrivent à reprendre les mêmes ingrédients tout en proposant un résultat aussi fun que déluré. On compte d'ailleurs parmi ces métrages quelques authentiques comédies horrifiques, dont certaines très réussies, à l'image de Cannibals and Carpet Feeders de James Busher. Ce film nous présente une bande de poseurs de moquettes engagés pour aller bosser dans un manoir en pleine campagne. Évidemment, cette immense demeure appartient à un clan de cannibales affamés et complètement dégénérés qui considèrent nos protagonistes comme un Uber Eats gratos. Nous allons donc pouvoir assister aux tentatives désespérées pour survivre de nos héros pas du tout badass, et même au contraire maladroits et complètement stupides, ce qui donnera lieu à pas mal de péripéties rigolotes. Ensuite, comment ne pas citer The Cottage de Paul Andrew Williams, dans lequel Andy Serkis et Reese Shearsmith jouent deux frères pas très futés qui kidnappent une jolie jeune femme et se cachent dans une maison a priori abandonnée, dans un village de bouseux au milieu de la campagne anglaise. Malheureusement pour eux, vous vous doutez que le voisinage sera loin d'être vegan, et nos apprentis criminels vont voir leur plan subir quelques imprévus de taille. Même si nous ne sommes pas dans la comédie loufoque comme dans le film précédent, le ton est léger et ponctué de blagues. The Cottage marque surtout dans sa
façon de surprendre le spectateur en jouant avec les codes, enchaînant clichés et éléments inattendus avec un certain talent. Nous pouvons également citer le moins réussi Gno de Gregory Mandry, où des promeneurs sont massacrés et offerts en repas aux futures victimes pour ainsi recommencer cette charmante boucle. Mais lorsque ces films décident de laisser tomber l'aspect comique et de se révéler plus proche d'inspiration comme Massacre à la tronçonneuse, ils n'y vont pas de main morte non plus. L'hommage se ressent souvent dans ces œuvres qui ne dissimulent pas leur respect pour leurs prédécesseurs, tout en leur adressant régulièrement des clins d'œil plus ou moins évidents. Escape from Cannibal Farm de Charlie Steed est un métrage semi-pro entrant complètement dans le British Cannibal Movie. Une famille se perd en pleine campagne et se fait traquer par les habitants d'une petite ferme qui aiment dévorer des êtres humains. Amateur dans son jeu d'acteur et certains aspects de sa mise en scène, le film a tout de même quelques atouts, et pourra plaire à ceux qui s'intéressent à ce sous-genre, notamment grâce à certaines séquences aussi gore que fun. Pareil pour The Summer of Massacre de Brian Hammond, petit film sans prétention dont l'intrigue se calque quasiment sur celle de Massacre à la tronçonneuse, avec Hammerhead, le tueur masqué au marteau, à la place de Leatherface, tueur masqué à la tronçonneuse. Car le but de ces métrages n'est certainement pas d'innover, mais plutôt de se lancer dans des incursions dans nos films préférés, puis de les placer dans un nouveau contexte. Un peu comme Calvaire, par exemple, qui ressemble fortement à un Délivrance qui se déroulerait dans les Ardennes belges. À nouveau, ces réalisateurs ont été bercés par les œuvres de Toby Hooper, Sam Peckinpah, par la folk horror, et transporter ces personnages iconiques ou ces intrigues particulières dans leur propre campagne, les paysages qu'ils ont connus, avec leur culture, c'est quelque chose de tout de même assez attrayant, et peut-être même assez pittoresque. Oui, c'est charmant. De plus, cette petite touche british, qui change le bouseux texan en campagnard anglais presque distingué et à l'accent délicieux, change complètement l'ambiance. Ne vous laissez pas abuser par leur gentillesse apparente, ils dissimulent en réalité la même cruauté que la famille Sawyer, avec peut-être même une pointe de sadisme en plus. Pareil pour l'allure des villages, complètement différente de celle que nous avons connue dans les métrages américains ou australiens, et pour le climat. Le soleil rouge et les déserts arides et secs laissent place à un ciel gris pluvieux et des forêts brumeuses profondes. Inclure un peu de folklore local est bien sûr un autre argument de choix. Exit Ted Bundy, ici, l'inspiration se trouve peut-être plus du côté de Shawnee Bean, qui aurait existé au XVIe siècle et aurait été à la tête de tout un clan de cannibales consanguins qui vivaient dans des grottes près des côtes écossaises. Ils auraient fait plus de 1000 victimes avant d'être retrouvés et exécutés par le roi Jacques VI. Les historiens contestent ces faits, qui restent malgré tout une légende écossaise très connue et qui aura notamment inspiré un certain Wes Craven pour La Colline à des yeux. Ironique quand on sait que La Colline à des yeux est probablement l'une des principales inspirations de ce que j'aime appeler le British Cannibal Movie. Mais bien entendu, ce mythe a également inspiré des films au Royaume-Uni. Sony, Flesh of Man de Ricky Wood nous fait suivre des descendants de ce clan de dégénérés qui continuent de vivre dans des cavernes au milieu des bois et se nourrissent d'étrangers qu'ils enlèvent en ville. Le film pioche énormément dans le torture porn et ne propose à nouveau pas grand chose de neuf, si ce n'est un mélange de différents sous-genres tous aussi glauques les uns que les autres. Par contre, il prend son sujet très au sérieux, et il n'y aura guère de blagues pour détendre l'atmosphère dans ce métrage au ton aussi glauque que désespéré, où chaque personnage est susceptible de mourir dans d'atroces circonstances. D'autres films pourront très probablement s'inspirer à l'avenir de cas comme celui de Geoffrey Portway, un Anglais vivant aux États-Unis qui s'était fabriqué une cave dans le but d'enlever, de torturer puis de manger des enfants. Les restes non dévorés devaient dans le futur être donnés aux alligators pullulants dans les Everglades. Un vrai scénario de film qui ne manquera pas de nous rappeler celui du crocodile de la mort de Toby Hooper, qui est d'ailleurs un redneck movie. Coïncidence ? On pourrait aussi évoquer le cas Ben Bamford, jeune homme de 18 ans qui a assassiné son amant de 40 coups de couteau et a dévoré des petits bouts de son corps ensuite. Amis français, si un Anglais vous insulte un jour de bouffeur de cuisses de grenouille, vous saurez désormais quoi lui répondre. Peut-être. Dans la lignée de ces cas plus réalistes, nous avons l'excellent K-Shop de Dan Pringle, qui s'intéresse à Salah, fils d'un propriétaire de restaurant à kebab qui reprend le commerce à la mort de son paternel. Le restaurant se trouve en plein centre de Londres et il a l'habitude d'avoir des clients assez éméchés, au point d'en devenir violent, surtout qu'il reste ouvert une bonne partie de la nuit. Un jour, Salah sera poussé à commettre un meurtre et ne sachant pas comment le gérer, finira par vendre la viande de sa victime à ses clients, qui sembleront d'ailleurs la trouver délicieuse. Ni d'une ni deux, Salah devient un véritable tueur en série qui se met à vendre de la viande humaine dans ses kebabs. Vous l'aurez compris, nous sommes ici loin de la folk horror vu que nous sommes en pleine ville, mais pourtant, il y a une réelle déconnexion entre Salah et ses clients nocturnes. Ceux-ci sont brutaux, irrespectueux, grossiers, racistes et crétins au possible, l'alcool et les drogues n'arrangeant évidemment rien. Notre Salah est donc en quelque sorte en terrain hostile et en tant que musulman, se situe en territoire étranger. De ce point de vue, et même si c'est un petit peu tiré par les cheveux, K-Shop reste un redneck movie. Les rednecks en question sont cette fois-ci des citadins, et ils restent les cannibales du film, puisque c'est eux qui boufferont la chair humaine, même si c'est contre leur volonté. Le film n'est pas sans nous rappeler l'épisode des Contes de la Crypte Qu'est-ce que tu mijotes, ou encore le génialissime Les Bouchers Verts de Anders Thomas Jensen, et est à part des autres métrages que j'évoque dans cette vidéo. Mais je ne pouvais décemment pas ne pas le citer alors que je parle de films de cannibales anglais. D'autant que j'aime beaucoup ce film. Enfin, le British Cannibal Movie, terme que j'ai évidemment fait breveter, a quelques caractéristiques qui reviennent assez régulièrement parmi ses divers représentants et qui renforcent leur unité en tant que sous-genre, théorie que je défends aujourd'hui.
Beaucoup de ces œuvres détiennent une espèce de monstre, un mutant, un humain déformé qui fait office de grosse brute décérébrée et de boss de fin du film. Que ce soit le Hammerhead de Summer of the Massacre, la mère de Sony, Flesh of Men, le fermier défiguré de Cottage, le démon monstrueux de Young Cannibals, l'affreux de Escape from the Cannibal Farm ou encore toute la ribambelle de monstres de Cannibals and Carpet Feeders, tous ces antagonistes donnent immédiatement une dimension fantastique au film, le sortant du réalisme cradingue de certaines œuvres antérieures, mais lui donne également un visage horrifique, une sorte de représentant capable de porter le métrage et d'en faire la promo. Ces bad guys sont tous très clairement des descendants bâtards de Leatherface. Ils portent presque toujours des masques similaires quand ils ne sont pas simplement aussi déformés qu'il ne l'est. Presque tous ont le même genre de retard mental que lui, les empêchant de converser ou de raisonner de façon complexe et cohérente, ce qui les rend par la même occasion aussi brutaux que lui. Ils disposent en général d'une arme personnalisée qui va de la lourde chaîne à la tronçonneuse en passant par le râteau, le couteau de cuisine ou le lourd marteau. Tous ces personnages sans exception sont des hommages à la famille Sawyer, ou Hewitt, peu importe, et tous apportent une bonne dose de fun à leur film, car ils commettent en général des meurtres aussi graphiques que drôle, plutôt que glauque et dur à supporter visuellement, comme on peut en voir dans d'autres différents sous-genres. Ils ressemblent plus à des personnages de bande dessinée ou de jeux vidéo que de véritables antagonistes de films d'horreur post-2010, et ce genre de monstre a tendance à disparaître un petit peu, au profit de méchants soi-disant plus réalistes. Loin du charisme et de l'intelligence de Hannibal Lecter, ces monstres sont barbares et brutaux, et le jeu des équipes de films est de réussir à en créer un le plus stylé possible, histoire de rester dans les mémoires des spectateurs. Et si aucun n'y est vraiment parvenu, nul doute que chacun d'entre eux réussira à vous arracher un petit peu de tendresse, car ils sont indubitablement les créations de véritables fans de cinéma d'horreur. Ça se ressent dans leurs costumes, le jeu d'acteurs de leurs interprètes, en général dénués de la moindre ligne de dialogue, et surtout dans les meurtres qu'ils commettent. Les réalisateurs, costumiers et équipes d'effets spéciaux se sont amusés comme des petits fous à créer ces monstres et ce qui les entoure. Et cet amusement se communiquera sans peine aux spectateurs passionnés, comme ce fut le cas pour moi à plusieurs reprises. Souvent, ce qui explique pourquoi des communautés aussi meurtrières ont réussi à survivre jusqu'à nos jours sans jamais être découvertes, s'explique par des théories du complot assez fandardes et guerres élaborées. Mais bon, ça n'est pas l'objectif de toute façon. Elles sont couvertes par des représentants du gouvernement, des membres des forces de l'ordre ou des familles riches et puissantes qui leur permettent de continuer leurs activités en toute impunité. Dans Healthy Hopkins, par exemple, les antagonistes sont un clan très riche, assez riche, pour que leur argent leur permette de dissimuler leurs actes assez longtemps pour carrément pouvoir vider tout un village de ses habitants. Sans blague. Dans Sony Flesh of Men, l'un des membres du clan est un inspecteur de police qui oriente donc volontairement les enquêtes sur les meurtres commis par ses frères et les fait échouer. Dans Escape from Cannibal Farm, les cannibales bossent pour une sorte de société secrète qui les utilise pour se livrer à différents trafics et notamment vendre de la chair à de riches clients. Les membres de ce groupe sont riches et puissants et protègent donc les tueurs psychopathes qui travaillent pour eux. Enfin, les antagonistes qui ne sont pas dans ces cas-là sont membres de communautés entières, comme les habitants de tout un village qui se serrent les coudes et se protègent mutuellement. Souvent, les polices de ces endroits font partie de la conspiration et participent à la capture et les meurtres de touristes égarés. Il est nécessaire de trouver ce genre d'excuses et de prétextes pour crédibiliser quelque peu ces groupes de cannibales qui pourraient continuer à exister de nos jours. Mieux encore, ces antagonistes fictifs permettent de donner des explications aux statistiques de personnes disparues, par exemple, qui sont parfois données en introduction de métrage comme c'est le cas pour Gno. Encore une fois, ça permet juste de crédibiliser un peu l'histoire et de la replacer vite fait dans notre réalité tout en donnant une dimension encore plus imposante et menaçante à ces groupes de cannibales. Mais ces faits restent malgré tout des détails, que je trouve intéressants certes, mais des détails malgré tout. Par contre, ils ont tous une caractéristique commune de grande importance qui permet de relier tous les films entre eux, qu'ils soient sérieux, humoristiques, loufoques, réalistes, malaisants, j'en passe. Ce sont tous des œuvres de véritables passionnés d'horreur, et ça se ressent à 200%. Tous ces films, avec leurs qualités et leurs imperfections, sont des créations de fans de cinéma de genre. Il est très facile de repérer leurs influences à travers leurs films, ainsi que les nombreux clins d'œil dont ils sont parsemés. Pour autant, ce ne sont pas de simples fan-films, évidemment. Ils proposent leur propre version de schéma narratif et d'univers déjà vus, ajoutant leur vision des choses et surtout, les éléments qu'eux auraient voulu voir dans leur film préféré en tant que spectateur avant tout. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de tendresse pour les British Cannibal Movies qui s'adressent avant tout à un public de passionnés. Ils n'ont absolument pas pour intention de révolutionner le genre ou de réinventer la poudre, mais de délivrer un divertissement fun, gore et référencé. Pour le spectateur, c'est jouissif, autant à cause de l'action délurée et over the top à laquelle il assiste, que parce qu'il a l'occasion de repérer toutes les références présentées comme s'il participait à un jeu réservé aux aficionados. Bref, c'est un sous-genre proposé par des passionnés à d'autres passionnés, et honnêtement, à part dans le cinéma de genre, où peut-on trouver de tels bastions de fans? C'est vraiment pour cette ambiance que j'aime autant le cinéma d'horreur, parce qu'il y a une véritable communauté d'amateurs derrière. Nous avons tous notre propre culture, nos films préférés, les cinéastes que nous suivons, mais finalement, la même passion nous anime. Nous sommes capables de prendre notre pied devant des métrages objectivement très médiocres, voire parfois nuls à chier. Mais parce que ces œuvres sont capables d'aller chercher le fan qui est en nous, le gamin qui adore voir des gros monstres badass et stylés manier des armes mortelles et poursuivre de pauvres victimes
victimes innocentes, tout en nous frottant les mains devant les body counts qui ne cessent d'augmenter de façon de plus en plus crapuleuse. Je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur ces métrages qui forment à mes yeux un sous-genre à part entière, certes de niche, mais tout de même. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous y trouveront leur compte et passeront sur leurs qualités relatives pour prendre la dose de nostalgie et de gore fun et généreux qu'ils ont à offrir. Dans tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous parler de ces différents films et de vous avoir fait un tout petit peu voyager, l'espace d'une vidéo, dans les campagnes anglaises infestées de cannibales et de monstres mutants, forcément. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.